Bonsoir à tous, vous le savez, dans cette émission, on aime les explorateurs, les défricheurs, ceux qui osent se lancer dans des aventures pas forcément gagnées d'avance. Et à coup sûr, le projet dont nous allons parler aujourd'hui en est une d'aventure, novatrice, un peu folle, mais passionnante. Jugez plutôt, faire vivre ensemble des personnes valides et des personnes qui sont porteuses de handicap. Chacun dispose de sa propre autonomie, mais il y a aussi de l'échange, de l'entraide, et tous partagent certaines activités. C'est ce que tentent aujourd'hui de faire les initiateurs du projet inclusif et solidaire RIGA. On est à Scarbeck, près du square Riga, dans le quartier Helmet. Et c'est un beau pari que vous tentez. Benoît Gérard, bonsoir. Vous êtes le directeur donc, de cette ASBL Riga solidaire et inclusif. Quand je disais un petit peu ce que vous voulez faire dans votre maison, dans ce bâtiment, j'ai lu ouverture, non-jugement, reconnaissance de savoir mutuel, écoute. On sait combien c'est difficile. Comment vous faites pour que la sauce prenne au jour le jour? Alors, bonjour. D'abord, on a anticipé une série de choses. Donc, on a préparé le terrain beaucoup. Et puis, on a une équipe sur place qui est là pour aider à tisser des liens, mettre de l'huile dans les rouages à certains endroits, et pour effectivement aller chercher les savoir-faire des habitants, les valoriser pour finalement créer une sorte d'oasis inclusif au sein de la ville. Alors on le voit, hein, le bâtiment il est juste derrière moi, c'est donc 27 logements, 85 personnes, dont 22 en situation de handicap. Détrompez-moi si je dis une bêtise, mais c'est bien le bon chiffre, entouré par toute une équipe, hein, dont vous, Edith Minet, vous êtes accompagnatrice psychosociale. Donc ça veut dire que vous accompagnez au jour le jour les habitants dans toute une série de démarches. Je dirais vivre ensemble, c'est ce que vous tentez de faire tous les jours et ça demande vraiment beaucoup d'exercices, beaucoup de rouages à déployer. Oui, effectivement. Donc, en fait, l'ensemble des personnes qui sont arrivées à Riga arrivent dans un nouvel habitat, un nouveau projet. Et donc, on est là pour accompagner les personnes en situation de handicap à se sentir bien chez elles et à mettre en place les aménagements nécessaires, que ce soit humain ou physique, pour que ça soit le cas. Et ça veut dire aussi un nouvel environnement, des nouveaux voisins, des nouvelles voisines. Et on est là aussi pour soutenir justement toutes ces relations et cette inclusion au sein de l'habitat au sens large. Et nous avons le plaisir d'accueillir Morgane Roudil d'Ajou sur ce plateau. Bonsoir Morgane. Donc vous habitez, dans ce bâtiment du Square Riga. Vous habitiez où avant? Qu'est-ce qui a changé finalement avec cet aménagement dans l'habitat? Ça fait 11 mois maintenant que vous habitez là. Oui. Avant, j'étais chez mes parents. Mais comme j'ai eu toutes mes années d'enfance chez mes parents, et après, je veux dire, à partir de 21 ans, mes parents cherchaient un habitat inclusif pour les personnes à mobilité réduite. Pour comme ça, il fait partie me faire partir et faire ma vie actuelle. Ouais, et vous en aviez envie, vous, de faire votre vie, oui? Oui, j'avais envie de quitter mes parents dans le sens que j'avais envie de faire ma vie et voir comme ça, je peux montrer à mes parents qu'est-ce que je peux faire. Et comment vous vous sentez depuis 11 mois? C'est, pour moi, l'habitat inclusif, c'est le bâtiment, ça me fait pas, c'est comme la famille parce que je me suis attaché à toute l'équipe et aux personnes qui nous aident pour la vie journalière de au quotidien. Donc je me suis attaché à l'équipe et je suis très content d'être dans un bâtiment comme ça. Et dans mon studio. Alors vous avez un studio comme Bassel d'ailleurs. On va faire sa connaissance tout de suite dans ce petit reportage. Bassel, il a 30 ans, je ne me trompe pas, Benoît, c'est son âge, oui. Il a un handicap plutôt lourd. Il occupe donc un des studios de l'habitat Riga et nous, on l'a accompagné durant quelques heures. Vous allez l'entendre, lui aussi est très, très heureux d'être autonome.
Je mets ça sur le côté au cas où ça coule, sinon on aura l'air bête. Si on a partout. Ok. C'est l'heure du repas pour Basel et c'est Isaline qui l'accompagne. Elle est là pour l'épauler dans ses tâches quotidiennes. Cuisine, lessive, toilette par exemple. Pour le reste, il est autonome. C'est surtout de l'aide pour tout ce qui est besoin primaire. Donc oui, comme je disais, l'alimentation, la douche, etc. Et pour tout le reste, Bassel est super autonome en fait. Donc, et alors, ce qui est génial, c'est qu'avec Bassel, on peut avoir des super grandes conversations et rigoler énormément et sans pour autant, du coup, avoir des mots, quoi. Tout est toujours super clair. On sait toujours ce dont il a besoin, ce dont il a envie. Le studio de Basel a été adapté à son handicap. Infirme moteur cérébral, il a un usage très limité de ses bras et de ses jambes. Mais il parvient tout de même à se déplacer. Et c'est avec un de ses pieds qu'il écrit sur son ordinateur un logiciel de synthèse vocale donne vie à ses mots. Et dans un de ses textes, il exprime combien il est heureux d'être autonome. Depuis petit, je rêvais un jour de vivre seul dans un appartement adapté. Je m'étais depuis toujours préparé psychologiquement à vivre seul et je ne pensais pas qu'un projet comme celui-là allait se faire. Je suis heureuse aujourd'hui que cela s'est enfin réalisé. La salle communautaire, c'est le lieu où moins valides et plus valides se retrouvent. Ce jour-là, c'est la préparation d'une soupe qui réunissait quelques locataires. Une occasion de papoter, de prendre des nouvelles, d'apprendre à mieux se connaître. Moi, je n'osais pas aborder les gens avec des handicapés. Je me disais peut-être qu'il y avait une certaine retenue qui montrerait une petite animosité, mais en fait, c'est des gens tout à fait sympathiques qui n'ont aucun préjugé au regard de nous autres. Beaucoup de personnes qui ont des déficiences, je les trouve super courageuses et beaux en fait, ou belles, parce que c'est très difficile pour ces personnes-là. Et moi-même, en tant que maman avec enfant autiste, je suis assez confrontée au jugement ou au regard. Et je pense que d'office, du coup, j'ai une acceptation assez forte. On est une famille. On est une famille, on est soudés. Ce sont des gens qui sont là au moment où il faut, quand il faut, là où il faut. Moi, personnellement, quand je pense à ces gens-là, ce ne sont pas des gens, ce sont des anges. Je vous assure. Je ne me suis jamais sentie mieux. Comment je veux dire? Je suis émue quand je parle de ces gens-là. C'est une nouvelle manière d'habiter que l'on expérimente ici. Humblement, à tâtons, on tente de donner du sens à l'expression vivre ensemble. Ouais, voilà, donner effectivement du sens à l'expression vivre ensemble. Ça ne doit pas être simple tous les jours. Il a fallu mettre au point des instruments pour pouvoir vivre ensemble. On va tout de suite faire un prérequis. En fait, les gens qui se sont engagés dans le projet, Benoît, ils doivent donner 4 heures par mois de leur temps pour des tas de choses finalement, ce qu'ils souhaitent. Effectivement, ça fait partie, on va dire, de la cuisine interne du projet. Et puis en amont, il y a aussi une série de partenariats qui ont permis que ce projet se réalise. Donc ce projet, c'est un projet qui se fait en partenariat public-privé avec la collaboration de la commune de Schaerbeek, du service phare, donc la COCOF, de l'agence immobilière sociale de Schaerbeek, de Cap 48, de la Fondation Roi-Baudouin, et de Solival pour les adaptations. Ouais, donc énormément d'énergie pour que ce projet voit le jour et énormément d'énergie au quotidien. Moi, j'ai été quand même, Edith, un peu surpris par le témoignage, un des témoignages qui dit finalement, moi, j'avais un petit peu peur d'être jugé par les personnes moins valides. C'est ce que dit une des intervenantes dans ce reportage. Ça situe la difficulté d'entrer en contact. Effectivement. Après, nous, ici, il y a eu, comme Benoît l'expliquait, en fait, il y a eu un travail qui a été fait en amont et qui continue à être fait, qui propose en tout cas un espace de rencontre et d'échange pour justement permettre à toutes les personnes de se rendre compte qu'en fait, il y a des différences liées au handicap ou non, et que malgré les différentes manières de fonctionner au quotidien, un vivre ensemble est possible. En tout cas, c'est ce qui est visé dans le projet. Ouais, et vous, Morgane, qu'est-ce que vous faites dans l'habitat
avec les autres? Vous faites quoi, vous? Je vais vers les autres, par exemple, je vais, si j'ai rien, je veux dire, si je m'ennuie, bah, je vais voir Bassel, je demande s'il a besoin d'aide pour quelque chose. Par exemple, il y a Benoît qui me posait une question, qui me disait, Morgane, est-ce que tu saurais descendre pour aider Bassel à boire son café? Et donc j'ai été aider à Bassel à tenir sa tasse parce qu'il ne sait pas utiliser ses mains. Ouais. Il paraît que vous êtes souvent, hein, vous, dans la salle communautaire, apparemment. Vous êtes très, très souvent là. Je vous le confirme, je vais presque tout le temps vous êtes un des piliers de la maison, si j'ai bien compris. Bassel aussi, d'ailleurs, d'après ce que j'ai pu comprendre lors de mon passage. Et parfois, en fait, il fait aussi des conférences pour dire sa vie. Et donc, il nous demande qui veut venir ou il fait des soirées dans la salle communautaire. Ouais, on le voit effectivement, il y a toute une série d'activités qui sont organisées. Et puis il y a un lien aussi avec le quartier d'Elmet. Vous êtes là pour en parler, Bernadette Dupont, parce que vous, dès qu'on vous a présenté le projet, et c'était bien avant l'ouverture, donc bien avant que les locataires s'installent, vous vous êtes dit, ok, on y va, banco. Qu'est-ce qui vous intéressait finalement d'entrer en contact avec ces habitants? Mais en fait, c'est vrai que le projet a été préparé vraiment bien en amont par Benoît, qui a rejoint le groupe Elmet en transition pour préparer l'arrivée des habitants. Bon, le Covid a un peu retardé leur arrivée et on a essayé de mettre en place des activités. On a commencé, par exemple, par faire une visite du quartier avec des habitants. Donc des membres d'Elmet en transition ont guidé les futurs habitants dans le quartier. Qu'est-ce qui vous intéressait humainement? Qu'est-ce que vous avez dit? Pourquoi? Oui, on va y aller, on va s'investir. Mais parce que le but d'Elmet en transition, c'est justement de créer du lien. Ça fait partie de nos objectifs de transition écologique. C'est que en restant chacun dans son coin, on n'arrive pas à grand-chose. Et donc, on est déjà à la base ouvert à toutes les possibilités de partager avec toutes les cultures, toutes les conditions sociales du quartier. Et c'est vrai que finalement, vous utilisez aussi à certains moments la salle communautaire. C'est une volonté, hein, vous, Benoît, c'est que cette salle, c'est la salle du quartier, en fait. Et le quartier peut finalement y venir et y organiser des choses. Oui, c'est vraiment un outil d'inclusion, cette salle, en fait. Ça nous paraît essentiel, cette ouverture vers le quartier. On ne peut pas faire d'inclusion sans ça. Et donc, avoir une salle qui permet d'accueillir le quartier, ça crée des ponts, inévitablement. On a donc des activités comme par exemple la chorale, comme des ateliers cuisine, des choses qui se développent. Oui, j'ai vu, il va y avoir une soirée Halloween, vous avez prévu un marché pour les fêtes de fin d'année, donc il y a vraiment toute une série de choses qui sont mises en place. Comment ça se passe, puisque vous êtes aussi en contact avec le quartier, comment ça se passe cette intégration, si je peux employer le terme, mais ce n'est pas un terme très exact, mais votre vie dans le quartier? Il y a des personnes qui étaient en demande justement que l'inclusion soit aussi vue au niveau du quartier. Donc c'est déjà partie de demandes d'habitants et d'habitantes. Et puis cette ouverture de la salle et les échanges qu'on a avec notamment Elmet en transition et d'autres personnes, mais de manière individuelle, permettent la mise en place de projets, notamment comme le projet de duo qui est en train de se mettre en place avec des voisins et des voisines. Ouais, donc ça veut dire quoi? Vous avez une personne que vous avez déjà choisi votre binôme et vous allez faire des choses ensemble alors? Donc on a fait une réunion dans la salle communautaire avec les gens du quartier qui étaient intéressés et avec les habitants qui étaient intéressés. On a rempli des questionnaires avec ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, ce qu'on acceptait, ce qu'on n'acceptait pas. Et après, l'équipe a décidé, a choisi des binômes, on a appelé ça des binômes. Eh bien, je ne sais pas encore parce que c'est tout nouveau. On a connu son partenaire hier. Ah, ok, d'accord. Et donc, voilà. 5 ou 6 pour l'instant et vous espérez que ce soit plus. Je voudrais, avant qu'on aille plus loin, vous faire entendre le témoignage de Solange.
qu'on a rencontré aussi quand on a été filmé chez vous, à l'habitat Riga. Et vous allez l'entendre, hein, pour elle aussi, c'est un soulagement d'avoir pu trouver sa place dans le projet. Je me suis retrouvée aux maisons de repos à mon âge et je ne savais pas sortir là-bas. Ce qui était compliqué et que je vivais avec des personnes âgées. Et à mon âge, je voyais que ce n'était pas ma place. Et surtout, quand c'est l'heure d'aller manger, je me trouvais avec des personnes âgées. Et c'était trop dur. Parce que mes enfants, je ne les voyais pas comme je veux. Aux maisons de repos, ils venaient, mais ils rentraient dans le même jour. On ne pouvait pas même dormir, même avec moi. Et maintenant, ils vivent avec vous parfois? Oui, ils viennent de temps en temps. C'était le week-end, ils viennent. Et qu'est-ce qui vous plaît ici? Qu'est-ce qui me plaît, c'est que c'est comme à la maison. Je suis dans ma maison et si j'ai envie de sortir, je peux sortir. C'est une maison de sauveurs. Ils nous ont sauvés. Très, très émouvant. Elle estime avoir été sauvée, Benoît. Alors oui, c'est vrai que c'est émouvant. On a essayé de sélectionner des personnes pour qui l'impact serait vraiment maximal, hein. Donc on a par exemple aussi des familles qui devaient porter leur enfant handicapé sur le dos sur 2 ou 3 étages. Donc voilà, le fait que les propriétaires nous ont fourni en fait un bâtiment adapté a ouvert beaucoup de possibles. Et puis on a aussi creusé sur des critères un peu plus sociaux, globaux. Ouais, parce que des demandes, vous en avez eu beaucoup. Vous m'avez dit 120 demandes pour peu de place finalement. Oui, effectivement. Alors c'est vraiment un chaînon essentiel, en fait, les logements inclusifs dans le domaine du handicap. Ouais, il y en a très peu. Il y en a très peu. Voilà. Il y en a très peu, ce qui fait qu'on continue à avoir un certain afflux de demandes aujourd'hui. Et donc voilà, je crois que les pouvoirs publics en sont conscients, mais il y a vraiment un gros enjeu à développer plus de projets comme ça pour éviter que des personnes comme Solange se retrouvent en maison de repos, d'autres personnes se retrouvent en centre d'hébergement, alors qu'elles espèrent une solution un peu plus dans la société, on va dire. Alors, on le voit, hein, c'est un espace de co-création, vous êtes en expérience, vous tentez des choses finalement pour que les habitants se rencontrent, c'est pas toujours évident. Qu'est-ce qu'on fait finalement en cas de conflit de voisinage, Edith? Ce sont des choses qui doivent arriver à un certain moment, des conflits, des gens qui ne s'entendent pas, des gens qui ne participent pas, même s'il y a un engagement signé. Comment vous faites dans ces cas-là? Effectivement, ça arrive comme partout. Et nous, ce qu'il y a de différent, c'est qu'il y a quand même un projet collectif qui rassemble toutes les personnes qui sont là. Et donc, il y a un cadre qui est notamment la charte des habitants et des habitantes qui a été co-construite par l'ensemble des personnes qui habitent ici. Et donc, ce cadre-là, et puis l'engagement de chaque personne et l'équipe sont quand même là pour soutenir le fait que ça puisse mieux se passer, quoi. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça ne se passe pas. Et à un certain moment, on est obligé de mettre les choses au point avec certaines personnes. Ça vous est déjà arrivé à certains moments? Effectivement, on a déjà dû être amené à rappeler et reclarifier le cadre, notamment via les valeurs qui sont énoncées dans la charte. Oui, parce que finalement, Benoît, c'est aussi que tout le monde participe, que les moins valides participent, mais que les plus valides participent. Ça, c'est aussi un défi aujourd'hui pour vous au quotidien, c'est amener tout le monde finalement à faire vivre cet habitat. Oui, effectivement, comme vous avez pu le voir d'ailleurs sur les images qui passent à l'écran, on a beaucoup de familles multiculturelles aussi, on a des mamans solo, donc il y a des obstacles, l'obstacle de la langue, l'obstacle de la disponibilité parentale. Et donc, voilà, c'est un enjeu d'arriver à trouver finalement des moteurs qui vont permettre de rassembler tout le monde. Et en général, dans ce genre de projet, on dit souvent que l'alimentation et les enfants sont des
des moteurs de rassemblement. Donc Ouais. on essaie de travailler là-dessus. Ouais, et ça, c'est ce que vous voudriez développer, des ateliers cuisine. J'ai vu des cours de yoga aussi à certains moments. Il y a Oui. cette chorale, évidemment, où l'on peut Oui. chanter dans cette salle communautaire, Bernadette. Oui, c'est ça. En fait, les projets se mettent un peu en place spontanément. Des fois, ça vient d'eux, des fois, ça vient de nous. Puis des fois, ça vient d'un habitant du quartier qui arrive, qui dit « Je suis musicien, j'ai envie de faire une chorale, j'ai jamais fait ça. » Ok, on a 29, en 3 fois, on a 29 inscrits à la chorale. Et donc, chaque fois, c'est porteur et ça donne envie de... Bon, maintenant, elles mettent en transition et à la base, quand même plus... Enfin, l'objectif, c'est quand même plus l'écologie. Oui, bon, c'est ça. voilà. C'est ça. Mais le lien social est très important aussi. Là, C'est où- essentiel. ouais. C'est Ouais. essentiel et ça se sent vraiment chez tous les membres du collectif que c'est une valeur primordiale pour nous. Ouais. Quoi. Et vous, Morgane, vous trouvez qu'il y a assez d'activités dans l'habitat ou vous souhaiteriez plus d'activités pour rencontrer plus de gens? Moi, il y a beaucoup d'activités dans Riga, mais moi, c'est ce que j'aimerais bien, c'est, moi, personnellement, moi, je suis ouvert à tout le monde, donc si je veux faire connaissance à une personne ou à des personnes, moi, je vais vers les autres et faire des activités avec les autres, me présenter à des autres personnes. Moi, je suis ouvert à tout. Ouais. J'ai pas envie de rester dans mon appartement, à rester coincé dans les 4 murs. Ouais, avec parce que, toute parce la- que toute c'est la- aussi le défi, Benoît, c'est que ça reste des appartements. Donc, si, ben, voilà, c'est pas un centre de jour, il n'y a pas des activités tout le temps, vous restez pas forcément la nuit. Donc, on est dans un système où l'autonomie est favorisée finalement. Effectivement, et c'est valable aussi pour le développement des activités. On est là dans une position de soutien, en fait, et donc le projet Riga, il est en fait aujourd'hui quelque part la traduction de ce que les habitants ont décidé d'en faire collectivement, de manière inconsciente. Et donc voilà, on en est là, le projet vit, et c'est ça qui est merveilleux, avec des acteurs du quartier comme elles mettent en transition, mais il y a aussi la maison de quartier, il y a une maison médicale, il y a plusieurs acteurs dans le quartier. Et ça permet finalement de développer un socle d'activités, et évidemment au départ des habitants aussi, qui permet comme voilà, chaque semaine il se passe des choses à Riga, sans que les travailleurs doivent nécessairement y injecter beaucoup de temps. Ouais. Une autre question, Edith, comment on fait pour que l'aide ne soit pas en sens unique, que ce ne soit pas toujours les valides, les plus valides qui viennent épauler les moins valides? Ben, déjà parce que toutes les personnes plus ou moins valides se sont engagées à cette même participation. Et puis parce qu'on est vraiment là pour soutenir la valorisation justement des compétences et des capacités de chaque personne. Et donc si une personne a du plaisir à faire de l'informatique et qu'elle est en situation Mais qu'est-ce de que handicap, peut faire un moins valide pour un plus valide, par exemple? ça peut prendre plein de formes différentes. Nous, ce qu'on observe, c'est notamment du soutien scolaire, des gardes aussi d'enfants, et effectivement de l'aide pour des démarches, par exemple en informatique, de la mise en page, ce genre de choses. Et puis aussi des moments d'échange, de savoir, oralement, voilà. Et des services plus ponctuels. On n'a pas de vision sur tout ce qui se passe aussi. Je pense qu'il y a plein de choses qui se passent en dehors de ce dont Oui, on est au c'est courant. l'idée aussi, hein, finalement. C'est l'idée aussi, c'est que la maison vive d'elle-même, quoi, aussi. Ouais. Tout à fait. Ouais. Alors, il nous reste un peu moins de 2 minutes, mais j'aimerais vraiment qu'on réentendre un morceau du témoignage de Basel, qui est vraiment une bouffée d'enthousiasme, d'optimisme et d'envie de vivre. Souvent, les gens ne réalisent pas, mais je pense que tout est dans la tête et pas dans le physique. Mon handicap ne m'arrête jamais si je décide d'avoir tout ce que je souhaite. Vivre seul, ça demande une volonté, un caractère, une organisation précise, un plan de vie et avoir des bons objectifs à atteindre. Il faut savoir se battre jour après jour pour pouvoir avancer dans la vie. Je peux dire que handicapé ou pas, si on baisse les bras, on n'arrive à rien. Voilà, je suis heureux d'être chez moi, dans mon studio. Alors, se battre tous les jours, Morgane, vous vous reconnaissez dans ce témoignage? Oui, je me vois très bien dans ce que Bassel a dit parce que je vais encore me lever, je vais encore marcher.
difficilement avec des cannes et avec mes attelles, mais je sais encore me lever. S'il y a besoin d'aide, je sais encore me lever. Si je dois aller dans les transports en commun, je sais encore me lever. Parce que je vois beaucoup de gens en voiturette électrique qui ne savent pas bouger, parce que j'étais dans une école spécialisée à Charleroi et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas se lever comme moi, qui sait se lever. Et s'il y a des gens qui ont besoin d'aide, moi je préfère donner mon aide avant de le faire moi-même, je vais vers les autres. Très bien, ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Morgane d'avoir été des nôtres. Merci Edith, merci Benoît, merci Bernadette et longue vie donc à votre projet. On viendra prendre de vos nouvelles dans quelques années pour savoir comment le projet a évolué, puisque il est effectivement en évolution constante. Merci d'avoir été des nôtres. Autrement, c'est terminé pour ce soir. La semaine prochaine, vous retrouverez Cyprien Oudemont à la présentation de l'émission. Très bonne soirée à tous.